Comme vous le savez probablement, j'ai en effet souhaité placer cette année académique sous le thème général de la culture. Je m'en suis expliqué lors de la rentrée académique, à l'occasion de laquelle, d'ailleurs, l'Université libre de Bruxelles a décerné le titre de docteur honoris causa à deux fortes personnalités du monde de la culture en Belgique et, à travers ces personnalités, à deux institutions culturelles essentielles, le Théâtre Royal de la Monnaie et Beaux-Arts, Peter de Caluet et Paul Dujardin. En plaçant l'accent sur la culture, l'ULB entendait souligner non seulement son importance pour nos sociétés, mais aussi mettre en évidence les nombreux points de contact entre université et monde culturel en général. En décernant le titre de DHC à Peter de Caluet et à Paul Dujardin, l'ULB entendait avant tout souligner l'engagement de ces deux personnalités dans un combat qui est indispensable pour l'excellence. Mais il ne faut pas l'éluder, c'était aussi une manière pour l'ULB de dire notre solidarité avec d'autres institutions qui tentent d'exercer leur mission dans un contexte économique et budgétaire particulièrement difficile. Il y a donc un double problème à affronter, au moins. La nécessité de réaffirmer le rôle essentiel de la culture dans nos sociétés et l'urgence de veiller à son financement correct lorsqu'elle répond à des critères de qualité indiscutables par les pouvoirs publics, garant d'une politique d'émancipation sociale plus que jamais nécessaire et de la place aussi de notre pays ou de ses régions dans un environnement compétitif international dont la particularité moderne est précisément l'interconnexion. Alors je voudrais reprendre ici certains éléments de réflexion au sujet de ces deux aspects fondamentaux du défi culturel, et donc tout d'abord à propos de la place, du rôle, des missions de la culture dans notre société actuelle et peut-être au XXIe siècle. Je voudrais donc avant tout insister sur l'actualité de l'engagement culturel. On a souvent ressenti le besoin de défendre la culture de l'accusation d'inutilité, de superflu, de non-rentabilité, etc. Et assurément, il faut revenir sans cesse sur ces idées préconçues qui, selon les traditions nationales d'ailleurs, font de la culture une frivolité, un supplément dont, par nature, on pourrait se passer. Or, la culture, à savoir sans doute cet ensemble de connaissances et de pratiques qui mettent en avant les bienfaits de l'expression artistique, mais aussi d'une forme de critique alternative, aurais-je envie de dire, de la société, de ses habitudes quotidiennes. Cette culture est aujourd'hui attaquée en ses fondements. En s'en prenant aux musées, à Bruxelles, à Tunis, à Mossoul, en s'en prenant aux universités, au Kenya, aux lieux de création, à Paris, le radicalisme incarné par certains courants islamistes, et en tout cas Daesh, définit sa cible. Ce ne sont plus les représentants d'une société de consommation ou d'une classe sociale privilégiée qui sont visés, comme jadis, par la radicalisation. C'est manifestement le monde culturel, celui de la critique, de la pensée libre. Voyez bien que c'est là que l'on porte le fer. Si Daesh, au moment où je vous parle, est à quelques kilomètres de Palmyre, c'est bien sûr parce que les voies de contrôle du Proche-Orient n'ont pas changé depuis l'Antiquité ou depuis l'époque de Tamerlan, mais c'est aussi parce que ce pouvoir intégriste et barbare veut signifier sa rupture profonde avec l'Occident, ou plus exactement avec une pensée moderne qu'il juge mauvaise et qui s'exprime, entre autres, dans un attachement important au patrimoine culturel.
Nous nous posons encore des questions sur la place essentielle que devrait tenir la culture dans notre monde moderne, alors que des extrémistes savent déjà très bien où se loge leur véritable ennemi. Et s'en prendre à la critique, s'en prendre à la culture, c'est assurément s'en prendre à l'histoire. C'est détruire le patrimoine de l'humanité, c'est détruire la mémoire, pour mieux détruire l'homme moderne et en revenir à un profil de l'humanité qui voit la liberté et l'individu comme des menaces et des contre-idéaux. C'est presque une démonstration par l'absurde de l'importance de la culture pour la survie de nos sociétés modernes. Si l'on veut lutter contre ces totalitarismes religieux, ou non d'ailleurs, il faut au contraire renforcer les marqueurs fondamentaux de notre société. Et donc, la culture, l'art, l'éducation, l'histoire, le patrimoine que nous ont laissés les générations précédentes. L'université a un rôle majeur dans cette défense et c'est bien le moteur de cette journée. Au-delà de cette nécessité impérieuse de replacer la culture au centre de notre société, je voudrais aussi insister sur la manière dont nous devrions réfléchir à sa meilleure intégration. La culture connaît d'une certaine manière un paradoxe. D'une part, elle est fondatrice de notre civilisation occidentale et de notre définition de l'homme, je viens d'y insister. D'autre part, elle est encore vue trop souvent comme exogène par rapport à la société. J'entends par là qu'elle n'est pas encore vécue par toutes les couches de la société comme une partie intégrante de la vie sociale. On peut même se demander si l'importance de se cultiver au sens propre, de pratiquer les arts ou de les apprécier, n'est pas encore moins perçue in fine que l'importance d'exercer ses droits de citoyen. C'est tout dire. En tout cas, elle est moins intégrée à nos pratiques quotidiennes que l'attachement aux libertés fondamentales, alors qu'elle en est l'une des garanties. Il faut donc placer la culture et les expressions artistiques au cœur de l'éducation. La place consacrée à la culture et aux arts est très pauvre dans l'enseignement obligatoire belge. Si l'on compare avec l'enseignement français, par exemple, on ne peut s'empêcher de constater que le brevet des collèges, lui, inclut une épreuve importante sur l'histoire des arts et qui comprend même une partie créatrice. On souligne pourtant fréquemment l'importance de l'éducation aux arts pour le développement de l'esprit d'inventivité et même d'innovation. Si nous voulons promouvoir une société de l'innovation, il faut confronter ses membres à la création, et cela pas uniquement dans le domaine technologique, mais dans tous les domaines de l'expression humaine. Je ne prétends pas ici que la pratique artistique suffit à ouvrir les esprits, à rendre les femmes et les hommes innovants, mais je pense qu'elle y participe de manière décisive. Un excellent musicien ne peut être étranger à la pensée mathématique. Un poète sent la langue avec une finesse accrue. Et j'ai toujours été frappé d'ailleurs par la pauvreté de l'apprentissage de la poésie dès le plus jeune âge en Belgique, contrairement à d'autres pays. Et en face à moi, à Lambros Koulibaly, je pense bien évidemment à la Grèce, parce que dès le plus jeune âge là-bas, on apprend aux enfants la poésie. Or, la poésie, c'est notamment la métaphore. Et cette capacité à exprimer une émotion ou une situation en recourant à une autre expérience, à un autre contexte qui lui est a priori totalement étranger, c'est là une gymnastique très efficace pour l'esprit et pour l'inventivité. Il faut donc décloisonner les domaines du savoir et sans doute intégrer davantage les approches de la création artistique et celles de la production des savoirs originaux, comme des savoirs scientifiques ou des savoirs technologiques. Il faudrait sans doute que l'on intègre davantage l'histoire des sciences et des technologies dans les musées dits des beaux-arts. Je note d'ailleurs au passage, et non sans un certain plaisir, que c'était en partie l'esprit de la création du musée du cinquantenaire,
dans le droit fil du Victoria and Albert Museum à Londres. Il s'agissait en effet à l'origine de mettre en valeur un patrimoine des arts dits mineurs, c'est-à-dire de ceux qui tissent avec la société et les avancées technologiques des liens beaucoup plus étroits que d'autres formes artistiques traditionnelles et qui se sont développés tout particulièrement dans les pays de la révolution industrielle, non sans s'ouvrir aussi à une expérience artistique très vaste qui puisait autant aux sources de l'Antiquité européenne que de l'art chinois ou japonais. La seconde question est celle de la responsabilité des pouvoirs publics dans le financement de la culture, et tout particulièrement des institutions culturelles, qu'il s'agisse des musées ou des salles de spectacle, voire d'institutions éducatives au sens large. Je ne veux absolument pas, ce n'est pas mon rôle ici, empiéter sur le débat qui va avoir lieu dans un instant et qui reviendra immanquablement sur cette question cruciale, mais il est certain que les institutions culturelles ne peuvent échapper aux règles de bonne gouvernance et de bon management. Il est aussi démontré que les impacts des institutions culturelles sur les autres secteurs de l'économie ne sont pas du tout négligeables. Et qu'ici, comme partout, nous assistons à un système économique intégré. Soutenir la culture, c'est assurément soutenir un système de consommation dont les retombées sont multiples et dont les bénéficiaires sont très variés. Ainsi, si l'on considère que les pouvoirs publics doivent prendre en responsabilité directe le maintien de contextes favorables au développement économique et social, on ne pourra que souligner la place que tient la culture dans ce contexte. Et parmi les institutions culturelles, tout particulièrement, et ce n'est pas anodin, celles qui mettent l'accent sur une haute valeur ajoutée, sur une recherche d'excellence qui leur permet d'atteindre un niveau de notoriété élevé. Cette culture de qualité est un élément crucial dans le débat sur la responsabilité des pouvoirs publics. Tout d'abord, d'un point de vue strictement marketing, il faut insister sur l'intérêt que nous avons à développer une image cohérente et globale de l'excellence, si l'on veut soutenir des produits belges à haute valeur ajoutée. Il n'est pas certain que ce soit une politique efficace sur le long terme, et peut-être d'ailleurs même pas sur le moyen terme, de limiter notre image d'excellence à des chocolats ou à des bières. Tout qui connaît les marchés internationaux sait l'importance de l'image d'un pays ou d'une région. Cette image résulte de nombreux critères, au sein desquels la qualité de certaines institutions reste fondamentale, reste emblématique. Et il en va des institutions culturelles comme des universités en ce domaine. Ensuite, parce qu'il est fondamental d'offrir des institutions culturelles attractives pour maintenir la qualité de l'offre de main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises s'établissent là où elles peuvent trouver la meilleure main-d'œuvre, et celle-ci, quand elle est très qualifiée, pose des exigences parmi lesquelles la culture intervient largement. Enfin, la sensibilité et le sens de la critique sont des éléments essentiels du métier de citoyen. Un pays qui soutient ses institutions culturelles est un pays qui entretient la sensibilité et l'esprit critique, et au-delà, la vivacité de sa vie publique. En assistant à des spectacles de qualité, en parcourant des expositions qui font réfléchir, on aiguise son jugement, on entretient une sensibilité qui est indispensable à la réussite dans bon nombre de domaines. Bref, on touche ici pleinement à la notion de formation tout au long de la vie, qui est et qui sera certainement toujours davantage une nécessité dans nos sociétés modernes. L'argent public y a donc sa place et est de surcroît investi à bon escient. Il me semble ainsi indispensable de rappeler la responsabilité de ces pouvoirs publics dans le financement d'une culture de qualité et d'institutions culturelles qui visent à l'excellence, sans que cette excellence soit à aucun moment un élément de ségrégation sociale. Ici aussi, un meilleur dialogue entre universités et institutions culturelles serait de nature à mieux mettre en valeur
ne fût-ce que par la mise en parallèle de leur mission, l'apport décisif de la culture dans une amélioration du niveau de bien-être, mais aussi dans une augmentation de l'émancipation sociale. En conclusion, je voudrais que nous puissions renforcer, à partir de ce moment fondateur, les projets communs entre universités et institutions culturelles. Je voudrais que l'université soit toujours davantage ouverte à la création et aux expressions artistiques, à travers ses invitations, ses séminaires en résidence, et je pense notamment aux invitations de grands réalisateurs par la faculté de philosophie et lettres, entre autres, à travers ses cursus aussi, c'est très important. Je voudrais que l'on puisse sensibiliser nos étudiants à l'importance de l'univers de la création artistique ou du patrimoine culturel. Je voudrais que nous puissions nous épauler, universités et institutions culturelles, pour mieux défendre notre apport respectif et fondamental, non seulement à une société de la connaissance et des loisirs, qui est notre environnement actuel, mais surtout à un humanisme fondé sur les libertés individuelles et le sens de l'histoire. Le Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg disait quelques heures après les attentats d'Oslo de juillet 2011 « Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et de tolérance. Je pense qu'il faut aussi répondre à la terreur et aux extrémismes par plus de culture. J'ai la faiblesse de croire que c'est là l'une des armes les plus redoutables. » Je vous remercie.